Bonjour à tous et bienvenue pour cette 19e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée en grande partie à la nouvelle page, la 6e et avant-dernière page de l'histoire de la Belgique en Coupe Davis. Alors c'est une période de la Belgique en Coupe Davis que vous connaissez certainement pas mal, que vous avez peut-être vécu en live pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire la période, la première décennie de du nouveau millénaire. C'est une période qui a fait naître beaucoup d'espoir et qui, malheureusement, a été relativement décevante. La demi-finale de 1999 fait naître beaucoup d'espoir pour l'équipe belge de Coupe Davis. D'autant que si Philippe de Wulf, Johan van Erck et Christophe Van Gers prennent rapidement leur retraite par après, Xavier Malisse n'arrive pas seul. Trois autres jeunes belges très talentueux arrivent à la suite, avec Christophe et Olivier Rochus notamment, également Christophe Villigen, mais un tout petit peu plus tard. Au début du nouveau millénaire, ces quatre joueurs vont atteindre tour à tour le top 50, et c'est évidemment une nouveauté, ce n'est jamais arrivé en Belgique d'avoir quatre joueurs d'un tel niveau en même temps sur le circuit. Tout est réuni pour aller encore plus loin que la demi-finale de 1999. Xavier Malisse reste le fer de lance de cette équipe, c'est lui qui atteint le meilleur résultat en Grand Chelem avec une demi-finale à Wimbledon dès 2002. Il réalise également 8 autres huitièmes de finale en Grand Chelem, 2 à Roland Garros, 3 à Wimbledon et 3 à l'US Open, et il atteint la 19e place mondiale. Sur le circuit ATP, il remporte 3 épreuves et également 4 autres challengers. Olivier Rochus va atteindre quasiment le même niveau, il va atteindre la 24e place mondiale, il remportera un tournoi ATP, perdra 7 fois en finale malheureusement, et bien malheureusement, c'est un physique peut-être un petit peu plus léger, ne va pas lui permettre de réaliser de grands exploits en Grand Chelem. Il va juste atteindre 3 huitièmes de finale, ce qui est déjà pas si mal, mais c'est quand même assez loin de ce que fait Xavier Malisse. Ces 3 huitièmes de finale, ce sera à l'Open d'Australie, à Wimbledon et à l'US Open. Christophe Villigen aura la carrière la plus courte, il va arriver après les autres et partir avant tout le monde, mais ça ne l'empêchera pas d'atteindre tout de même le top 30, la 30e place mondiale, grâce notamment à 8 victoires en Challenger et également 2 finales au niveau ATP. Par contre, lui aussi en Grand Chelem ne va pas réaliser de grands exploits, il atteindra seulement 2 troisième tours. Christophe Rochus lui va remporter 4 Challengers, atteindre 2 finales ATP et également un huitième de finale à l'Open d'Australie. Son meilleur classement, ce sera la 38e place. Mais c'est surtout la victoire en double en 2004 à Roland Garros de Xavier Malisse et Olivier Rochus côte à côte qui va faire naître beaucoup d'espoir. En effet, la Belgique n'a plus jamais eu un double de niveau mondial depuis la fameuse paire Wacher-Brichamp dans les années 50. Et la Belgique traîne même une très mauvaise réputation à ce niveau-là, puisque de 1990 à 2003, en 27 rencontres de Coupe Davis, la Belgique va perdre 20 doubles. Et parmi les 7 qu'elle va remporter, ce sera essentiellement face à des très petites équipes en zone européenne, comme le Luxembourg ou la Norvège par exemple. Malgré les qualités de ces 4 joueurs en simple comme en double, on l'a vu, la Belgique va faire le yo-yo de 2000 à 2012 entre le groupe mondial et la zone européenne, en passant chaque fois par les barrages de septembre. Des résultats finalement assez mitigés, qui s'expliquent selon plusieurs facteurs. Bon, le premier facteur, c'est certains tirages au sort assez difficiles. C'est vrai que lors des premiers tours, on a rencontré par exemple la Russie de Marat Safin, la France, l'Espagne, avec leur énorme armada, la Tchéquie 2 fois, la Tchéquie de Thomas Berdych, et même en barrage, ça nous est arrivé de rencontrer par exemple les États-Unis d'Andy Roddick ou la Suisse de Federer et Wawrinka. Donc évidemment, dans ces cas-là, malgré la qualité de nos joueurs, c'était difficile de remporter ces rencontres-là. Le problème est également d'ordre mental et surtout dans la gestion des égos qui est toujours difficile dans un sport individuel. Surtout comme c'était le cas ici, aucun leader ne se détache réellement. Bon, il y avait bien sûr Xavier Malisse qui aurait dû normalement prendre cette place, mais ça ne l'intéressait qu'assez moyennement. Et les autres joueurs essayaient évidemment de prendre cette place sans vraiment y parvenir ni l'un ni l'autre. Le cas de Christophe Rochus est notamment assez symptomatique puisque l'aîné de la fratrie n'est jamais parvenu à se libérer vraiment en Coupe Davis et ne va remporter que 2 des 9 matchs en jeu qu'il va disputer. Le leader, évidemment, je viens de le dire, ça aurait dû être Xavier Malisse, mais depuis la demi-finale de Pau, il y a eu quelque chose de cassé, notamment avec la fédération, et même avec son ami Olivier Rochus, il va finalement se brouiller. Il sera persona non grata dans l'équipe de 2005 à 2007, et même s'il va finir par rejouer de 2008 à 2011,
il va jamais vraiment avoir l'implication qu'il aurait dû avoir, pardon, et vraiment l'aura de leader qu'il aurait dû avoir durant cette décennie dans l'équipe de Coupe Davis. Olivier Rocus, qui est donc à la base de l'éviction de Xavier Malisse, va également se brouiller avec Dick Norman, qui était notre meilleur joueur de double à la fin des années 2000, et ce qui va également mener à l'éviction de Dick Norman, ce qui va poser évidemment des problèmes en double. Se passer d'un tel joueur était vraiment embêtant. C'est également Olivier qui sera à la base du psychodrame de l'affaire Reginald Williams. Williams, qui était son coach à l'époque, était également le capitaine, et il a décidé de le maintenir sur le banc alors qu'il aurait dû rencontrer Rafael Nadal, ce que Olivier ne va vraiment pas accepter, et donc ça va également mener à l'éviction de Williams en tant que capitaine. Faut-il donc mettre ces résultats moyens de l'équipe de Coupe Davis sur le dos d'Olivier Rocus, qui est donc à la base de l'éviction de plusieurs cadres? Eh bien non, tout simplement parce que si Olivier a souvent agi en pensant que l'équipe lui devait beaucoup, c'est parce que c'était vrai tout simplement. Avec 51 rencontres disputées par Olivier, il est tout simplement le joueur le plus capé de l'époque parmi tous ces joueurs que je viens de citer. Il est même le 5e plus capé de l'histoire de la Coupe Davis en Belgique, après Brichamp et Wacher bien sûr, et également André Lacroix, le joueur d'avant-guerre, et Patrick Ambergen dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Il est également celui qui apportera le plus d'émotions dans cette équipe durant les années 2000, avec notamment quelques rencontres homériques en 5-7, souvent perdues malheureusement face à, par exemple, Arasi, Meltzer, Tipsarevic ou encore Grosjean. On se souvient encore également de sa défaite face à Roddick dans ces conditions-là, ou face à Hewitt. Des matchs magnifiques où il était finalement perdant, mais un très beau perdant. Il a également remporté quelques matchs importants, notamment face au tout jeune Novak Djokovic en 2005. En tout, il va disputer 25 rencontres à enjeu en simple, avec 12 victoires et 13 défaites, mais on l'a vu, beaucoup de défaites face à des top joueurs, et il sera également très décisif en double. Son entente avec Christophe Vliegen par contre va être excellente, et c'est à eux deux qu'ils vont réussir le plus bel exploit de l'époque, en terrassant la terrible équipe d'Australie en 2007 dans une salle du Sartillement surchauffée. Et c'est Christophe Vliegen qui sera le héros de cette rencontre. Le premier jour, face à Lleyton Hewitt, il apporte un point inespéré en gagnant face à l'ancien numéro 1 mondial en 5-7. Et le dernier jour, le dimanche, dans le 5e match, il apporte le point décisif. Malheureusement, en quart de finale, il se blesse au dos et cette rencontre va se terminer en fiasco. C'est d'ailleurs ce physique un peu fragile qui va pousser Christophe Vliegen vers une retraite prématurée, et même s'il va être remplacé par Steve Darcy, qui va également être excellent en Coupe Davis, la Belgique ne va plus jamais réussir à réitérer un tel résultat, un quart de finale, comme en 2007, avant la fameuse épopée de 2015. Aucun Belge n'a remporté de tournoi cette semaine, de tournoi futur, mais 2 sont quand même arrivés en finale. Il s'agit de Clément Gaines qui a réussi cette performance à Tallinn en Estonie. C'est déjà la 6e finale de Clément sur le circuit, dont 4 cette année. Il a remporté 3 titres, dont 2 cette année. À 19 ans, Clément s'approche de la 400e place mondiale et il confirme que c'est vraiment l'un des principaux espoirs de notre tennis. D'ailleurs, si on tient compte seulement des joueurs de moins de 20 ans classés à l'ATP, eh bien Clément se situe aux alentours de la 30e place mondiale. Ça situe un petit peu son potentiel. Tête de série numéro 2 à Tallinn, Clément ne s'est incliné qu'en finale face au Biélorusse Dirmont, qui était tête de série numéro 1. Il lui a quand même pris la première manche, mais a finalement cédé au 3e set. L'autre finaliste de la semaine, c'est Sander Gillet. Il a atteint ce stade à Oslo. Alors c'est une finale plus inattendue, dans le sens où la saison de Sander jusqu'ici avait été plutôt décevante. En avril de cette année, Sander pointait à la 742e place mondiale. Depuis le début de sa carrière, il avait atteint déjà 8 quarts de finale et une demi-finale en futur. Donc il attendait vraiment la saison de futur belge de cet été avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'ambition. Peut-être s'est-il mis trop de pression, je ne sais pas exactement, mais en tout cas il a vraiment accumulé les contre-performances durant l'été, avec 8 défaites au premier tour et 3 au deuxième tour, pas un seul quart de finale. C'est quand même vraiment en dessous de ce qu'on attendait de sa part. Depuis le début de l'automne, les choses vont un petit peu mieux. Alors il était encore battu au premier et au deuxième tour, mais à chaque fois face à un des favoris du tournoi, et souvent en 3-7. Donc vraiment son jeu se mettait en place.
Et le résultat de cette amélioration s'est vu cette semaine à Oslo. Le match de la semaine pour lui, c'était sa demi-finale face au français Escoffier, qu'il a réussi à battre. Il était tête de série numéro 4, le français. Il a réussi à le battre 7-6 au dernier set pour atteindre la première finale de sa carrière. En double, le niveau de Sander n'a jamais fluctué et il a remporté ici à Oslo le 6e titre de sa saison. Chacun de ces titres remportés avec Göran Wegen. Göran, lui, était en quart de finale dans ce tournoi d'Oslo en simple. Il y a eu un autre titre remporté par un Belge cette semaine en double. C'est le Challenger de Deckenthal, remporté par Ruben Bemmelmans. C'était avec l'Allemand Philippe Petschner, le même partenaire avec qui il a remporté le Challenger de Mons. C'est vraiment excellent en vue de la Coupe Davis. Ruben est en train de faire le plein de confiance en double et on espère que ça se verra à Gand. En plus, il a bien réussi en simple également puisqu'il a atteint les demi-finales, ce qui est toujours bon pour la confiance également. David Goffin, lui, a terminé sa saison sur le circuit ATP à Paris, au Masters 1000 de Paris. Il a atteint les huitièmes de finale avec beaucoup d'autorité. Maintenant, malheureusement, il a été battu à ce stade par Andy Murray et assez sèchement. Il a été vraiment balayé, on peut le dire. Ça, c'est beaucoup moins bon, évidemment, pour la confiance en vue de la finale de Coupe Davis où il retrouvera Murray normalement. Mais bon, on peut compter, il reste 18 jours jusque-là. On peut compter sur David avec l'aide de Johan Van Erck pour se regonfler le moral et être prêt à 100% mentalement au moment d'affronter les Anglais. On peut encore citer quelques résultats probants sur le circuit ITF, notamment celui de Benjamin Do qui passe pour la 3e fois le premier tour d'un tournoi futur. Loïc Huchak, lui, il a réalisé cette performance également à Héraklion. Benjamin, c'était à Antalya. Et côté filles, il n'y a vraiment pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Heureusement, c'est Vicky Gurings qui a un petit peu sauvé la semaine. Elle a elle aussi remporté le premier match de sa jeune carrière dans un tableau final de tournoi ITF. Et en plus, elle s'est bien défendue au deuxième tour contre une tête de série. Et elle a atteint la finale. C'était un Sharm el-Sheikh en double, comme la semaine passée d'ailleurs. Depuis quelques mois déjà, ou en tout cas certainement depuis quelques semaines, les mauvaises nouvelles viennent essentiellement du circuit Challenger, notamment de Hua Hin en Thaïlande, où nos deux représentants ont été battus avant les quarts de finale. Alors pour Yannick Mertens, bon c'est pas très grave, il a remporté un bon premier tour et n'a été battu qu'au tie-break du dernier set par la 7e tête de série, donc c'est pas un si mauvais résultat que ça. Pour Germain Gigounon, par contre, c'est beaucoup plus inquiétant. Il a été battu par un invité local dès le premier tour, un joueur qui était classé aux alentours de la 900e place mondiale. Sur ses 5 derniers tournois Challenger, Germain n'a remporté qu'un seul match, et c'était face à un joueur indien classé dans les tréfonds du classement, et c'était un 3-7 en plus. Donc vraiment, Germain est un de graves problèmes pour l'instant. Il a besoin d'un déclic pour se relancer, mais vraiment, il peut faire beaucoup mieux que cette série catastrophique de tournois Challenger. De l'autre côté de la planète, à Guayaquil, Kimmer Coppejans terminait sa longue série de Challenger sur terre battue, avec une petite déception et une élimination dès le premier tour. Alors pour Kimmer, le bilan de cette petite saison sur terre battue est assez décevant quelque part, mais il espérait vraiment remporter plus de matchs. Il faut dire qu'il n'a pas forcément été gâté au tirage au sort non plus, mais comme je l'écrivais dans le carnet de notes de la semaine dernière, il va récolter les fruits de cette longue tournée certainement, peut-être pas dans un avenir hyper proche, mais l'année prochaine, sans doute au printemps, au moment du début de la saison sur terre battue, toute l'expérience qu'il aura acquis durant cette tournée va certainement lui être profitable. Il y a eu quelques déceptions également au niveau des futurs, avec les éliminations au premier tour de Joris Delors, de Michael Geerts à Tipton et de Romain Barbosa à Tallinn. Tous les trois étaient tête de série. Chez les filles, Hélène Skolsen espérait certainement mieux à Sharm el-Sheikh que son élimination au premier tour. Pareil pour Deborah Kersh qui a été battue au deuxième tour à Santa Margherita de Pula. Tous les deux étaient tête de série, donc elles espéraient un meilleur parcours certainement. Grâce à sa demi-finale à Ekenthal, Ruben Bemmelmans a fait vraiment une bonne opération en vue de la qualification pour le tableau final directement de l'Open d'Australie. Mais bon, j'imagine qu'il aura vraiment à cœur de terminer l'année dans le top 100, et pour ça, il lui faudrait encore une demi-finale cette semaine pour son dernier tournoi à Mouilleron-le-Captif. Vous pouvez voir que Yannick Mertens et
Maxime Othom connaissent une chute assez importante et Maxime est sorti du top 100, Yannick n'y est plus que pour quelques places. Il se pourrait très bien que, à part nos 4 joueurs de Coupe Davis, il n'y ait plus aucun autre Belge à la fin de l'année dans le top 200, c'est tout à fait possible. Et ce serait vraiment dommage parce que, avec tous les bons résultats qu'on a connus en début de saison en Challenger, on voyait 3, 4, 5 joueurs peut-être terminer l'année dans le top 200. Malheureusement, la deuxième partie de saison a été assez catastrophique à ce niveau-là. Également une descente pour Joris Delors qui sort du top 500. Alors Joris, on sait qu'il n'a pas du tout joué durant les 6 premiers mois de l'année en raison d'une assez grave blessure. Et là, il commence évidemment à ressentir le contre-coup en termes de classement. Mais le bon côté, c'est qu'il n'aura pas de points à défendre tout le début de la saison, donc il devrait rapidement retrouver le top 500. Le vainqueur de la semaine en termes de classement, c'est Yannick Reuter. Il avait remporté un tournoi futur il y a 10 jours et donc ce sont ces points-là qui arrivent, qui sont ajoutés dans son classement et le voilà de retour dans le top 400. 2 autres joueurs ont fait une bonne opération aussi, c'était Joran Wiegen et Julien Dubail qui avaient atteint une demi-finale en futur. Et on voit que Victor Poncelet poursuit son beau début de saison, son beau début de carrière. Voilà, ceci conclut cette 19e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. La semaine prochaine, ce sera consacré à la dernière page de la Coupe Davis, de la Belgique en Coupe Davis. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.